part à la découverte des vignobles belges et nous nous trouvons aujourd'hui pour une visite exceptionnelle au domaine du Chapitre. Nous sommes en plein cœur du village de Bollers, près de Nivelles, et je pense qu'on peut s'attendre à une très belle découverte, Aurore. Je pense aussi, Céline. Alors aujourd'hui, oui, on est au cœur de ce domaine du Chapitre. Petit domaine familial de 10 hectares et demi. Petit domaine dans la tradition. On va voir, il y a un vrai savoir-faire derrière tout cela. Je pense aussi qu'une belle dégustation va nous attendre parce que plusieurs de leurs bouteilles ont été médaillées lors des différents concours. Donc, allons-y. On y va ? Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci de nous accueillir au domaine du Chapitre. Donc on est dans le petit village de Bollers, près de Nivelles, au cœur d'un vignoble belge, bien belge. Quelle est l'histoire de ce domaine ? Donc l'histoire, c'est une ancienne ferme bovine et céréalière qui était tenue par nos parents. Et donc voilà, donc on était 3 garçons sur la ferme et les 3, nos parents nous ont dit qu'il ne fallait pas continuer dans l'agriculture et donc petit à petit ils ont vendu les vaches et diminué les cultures céréalières, ils nous ont poussé à faire des études universitaires. Et après ça, on s'est rendu compte qu'on voulait retourner sur le monde agricole et donc on a discuté avec nos parents sur une reconversion. Et donc en 2013, on a planté 6 hectares et demi de vignes, donc c'est les vignes qu'on voit ici derrière nous. Donc ça c'est l'ancienne prairie et donc c'est vraiment une parcelle bien vigoureuse. Et puis petit à petit, on a continué à planter tous les 2 ans, je dirais, on plante 2 hectares. Et donc c'est un vignoble 100% familial où on fait tout de la vigne à la mise en bouteille et la commercialisation. C'est ça, ok. 2013, c'est très jeune quand même. Hein ? Ouais, ça a demandé, j'imagine, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, un sacré challenge pour en arriver là aujourd'hui. Voilà, c'est ça. On avait déjà la chance d'avoir une partie des bâtiments et la terre donc juste à côté. Donc ça c'est quand même un gros investissement qui peut être évité parce que la terre en Belgique coûte très cher, surtout dans le Brabant wallon, là où on est. Et puis après, il a quand même investir dans tout le matériel parce que contrairement à la France, il n'y a pas beaucoup de prestataires de services ici pour le milieu viticole. Donc il y a beaucoup de matériel à acheter, d'occasion où il faut se débrouiller. Donc il faut être bien débrouillard. Et puis après, il y a tout, la vigne, les tracteurs, parce qu'avant on a encore les céréales, mais ce n'est pas les mêmes tracteurs, ils sont beaucoup trop gros pour passer dans les rangs de vignes. Et donc oui, c'est un pari qui se joue sur plus 10-15 ans avant les retours en investissement. Mais voilà, il y en a de plus en plus qui le font en Belgique et le vignoble belge prend beaucoup d'ampleur et sur la qualité des vins qu'on sort pour le moment, on est très content et on est optimiste par rapport à l'avenir. Donc Bertrand, on a aujourd'hui 10 hectares et demi de vignes, je pense. Je pense que tu as ça. Est-ce que tu peux un peu nous t'expliquer comment tu travailles la vigne, comment se passe un peu le cycle de la vigne en Belgique, parce que ça change un petit peu de ma Provence que je connais bien, et puis surtout des cépages aussi que tu travailles ici. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, avec plaisir. Donc ici, on est surtout sur des variétés résistantes, donc qui sont complètement inconnues en France. C'est des variétés résistantes qui viennent d'Allemagne, donc c'est surtout qui descendent du Riesling. Donc on a du Régent, du Bronner, de l'Hélios, Solaris, Johanniter, Rondeau, Cabaret Noir, et puis après j'en ai peut-être oublié un. Mais bon, un peu de Chardonnay aussi, non ? Voilà. Et donc voilà, un peu de Chardonnay et Pinot Noir, mais la première année, donc la première fois qu'on a planté des vignes, c'était que des variétés résistantes. Et on a planté beaucoup de variétés à la fois pour voir un peu ce que ça donnait et voir lesquelles nous plaisaient le plus. Et oui. Et donc ça faisait qu'on avait entre 50 arts et 1 hectare de chaque variété avec 8 variétés différentes. Okay. Et puis 2 ans après, on a replanté un peu de Pinot Noir Chardonnay parce qu'il y a quand même, pour avoir un des vins un peu plus classiques que les consommateurs connaissent un peu plus. Et puis après, et puis maintenant, on replante encore des cépages résistants, ceux qui nous plaisent le plus, comme le Solaris et le Régent. Et donc, parce que c'est des cépages qui permettent vraiment de faire beaucoup moins de traitements dans la vigne, entre 50 et 80% en moins que par rapport au Chardonnay et Pinot Noir. Et donc on n'est pas en bio, mais on est en raisonné, donc on n'utilise pas d'herbicides, on fait tout l'entretien des vignes mécaniquement. Mais on reste en Belgique dans un climat assez humide et donc on préfère jouer la sécurité sur le début et avoir des produits efficaces pour être sûr d'avoir du vin à vendre parce qu'il y a quand même énormément d'investissement derrière.
Et donc il faut avoir, au bout d'un moment, il faut quand même avoir quelque chose à vendre et des rentrées d'argent. Ouais. Est-ce qu'il existe, je ne sais pas si c'est une question à poser, mais est-ce qu'il existe des cépages belges, uniquement belges? Non, ça pas encore. Non, pour le tous une moment, c'est origine. vraiment, tout vient d'Allemagne et c'est plus eux qui étaient partis sur les cépages résistants mais dans les années 70-80. Et donc c'est eux qui ont le plus d'expertise sur le sujet, mais en Belgique, non, ça, on n'est encore nulle part. Et avec tous ces cépages résistants malgré tout, quelles sont encore les contraintes que tu rencontres aujourd'hui, peut-être d'un point de vue climatique ou C'est ou du plus des sol, contraintes peut-être au niveau de la végétation. Il y a certains cépages résistants qui sont vraiment très, très vigoureux ou alors qui n'ont pas le port érigé comme le chardonnay et pinot noir qui vont pousser tout droit et Oui. donc qui demandent moins de travail manuel. Sur certaines variétés, on est sur des ports retombants. Et donc ça demande plus de travail parce qu'au lieu de pousser tout droit, il va tomber et donc il faut passer 2-3 fois plus dans les vignes pour avoir une belle haie qui tient droit. Et sinon au niveau des maladies, on est vraiment beaucoup plus tranquille. Mais après on continue à traiter un minimum pour garder les résistances parce qu'il y a des études qui prouvent quand même que si on ne traite pas, certains champignons d'oïdium ou de mildiou arrivent à s'introduire et une fois que c'est là, c'est un autre problème, quoi. Donc pour le moment on est en raisonné, on fait vraiment très peu de traitements au point clé de la vigne. Donc, Très bien. Et donc voilà. Quel est le cépage qu'on voit ici? Ici c'est du régent, donc ça c'est un cépage rouge qui est vraiment, c'est un des interspécifiques les plus connus en Allemagne qui a été rajouté dans les cahiers de charges allemands parce que ça permet de faire un vin rouge vraiment très qualitatif et de garde vraiment plus style Bordeaux. Et est-ce que c'est un cépage à port retombant du coup, c'est pour ça que tout est palissé? Non, celui-ci évidemment c'est plutôt un un des port érigé meilleurs résistants, donc celui-ci il pousse bien droit, le régent c'est vraiment un des cépages idéaux, il tombe jamais malade, c'est il bien, pousse ça. droit, il fait un bon rendement et il est faut le résistant garder, au gel et donc c'est pour ça qu'on continue à le planter. Et il y en a d'autres comme le Solaris là, qui fait vraiment des vins excellents mais Ouais. qui pousse un peu comme un plant de courgette et donc c'est plus C'est plus problématique. problématique, notamment pour l'ensoleillement, pour peut-être le développement d'humidité aussi. L'ensoleillement non, parce que c'est vraiment une variété hâtive, donc on la récolte début septembre où il est déjà à 14,5% d'alcool, donc ça il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment au niveau de l'entassement et puis ça fait des feuilles énormes et si on veut continuer à aller travailler dedans et pour vendanger, il faut vraiment beaucoup plus de travaux Bien sûr. dedans, quoi. Est-ce que les cahiers des charges impliquent une limitation au niveau des rendements justement? Alors en Belgique, au niveau des cahiers des charges, on est encore nulle part, j'ai envie de dire, ça prend forme petit à petit, donc il y a les cahiers de charges européens où on est limité pour certaines choses à 90 hectos à l'hectare ou des choses comme ça. Mais sinon, en Belgique, c'est surtout des passionnés qui ont planté et donc qui cherchent la qualité. Et donc même s'il n'y a pas de cahier de charges, on s'impose nous-mêmes les contraintes parce qu'on veut... C'est du vin qui n'est pas connu par le consommateur, donc on veut produire d'office le meilleur vin possible et que le consommateur soit séduit, quoi. Et pour ce domaine justement, quelles sont ces contraintes? Et donc ça va pour certaines variétés comme le pinot noir à 25-30 hectos à l'hectare et puis pour les bulles là où il faut garder un peu plus d'acidité, là on monte un peu plus à un bon 60-70 hectos à l'hectare. Il y a d'autres types de contraintes que le domaine s'est un peu imposé pas utiliser d'herbicide, même si on est en conventionnel, c'est quand même beaucoup plus de travail parce que l'herbicide on passe 2 fois par an et on est tranquille. Ici on passe avec des intercepts mécaniques et donc c'est beaucoup plus de passages par an, c'est 6 ou 7 et donc c'est quand même beaucoup plus de main d'œuvre, mais on a de la chance d'avoir un papa qui adore rouler en tracteur et donc qui passe son temps à faire un peu de... Alors Bertrand, nous sommes ici dans les caves. Alors au domaine du chapitre, vous faites du blanc, du rouge, du rosé et du mousseux. Voilà. Alors comment ça s'organise tout ça dans les caves? Donc ici on est dans l'ancienne grange et donc en période de vendange ici on vient de tout retirer, on ramène le pressoir ici et le matériel de traitement de la vendange, donc les rafloirs et tout ce qui va avec, les pompes et tout ça. Et puis après ça dépend du type de vin, donc pour les rouges on va juste érafler la vendange et puis mettre directement les raisins en cuve. Pour les blancs on va fouler et rafler pour les vins blancs tranquilles et puis pour le crément là on va presser en grappe entière, donc on va mettre les grappes directement dans le pressoir
et pressé à la façon champenoise, donc avec les rafles à l'intérieur, donc ça prend plus de temps, mais c'est la méthode traditionnelle. Vin blanc tranquille, non pétillant, hein, c'est ça. Le blanc sec, c'est ça, le sec, blanc, un voilà, vin juste tranquille, pour, blanc, rosé, rouge, Ah oui, c'est ça. Ok. classique. Tous. Voilà, un peu la gamme classique. D'accord. Ok. Voilà. Alors oui, maintenant le blanc, le rosé. Est-ce qu'il y a des petites macérations pelliculaires? Est-ce qu'on fait un pressurage direct? Là, si on parle de vin tranquille, bien sûr, comment tu vinifies tout ça? Pour le blanc, on fait quand même quelques heures de macération sur certaines variétés. Pour le rosé, on fait ça à partir d'une variété qui colore très fort le raisin. Donc là, on n'a pas besoin de faire de macération et la couleur est directement là. Et puis après, voilà, pour le rouge, là, on met tout en cuve. Ouais. Et puis je vois qu'il y a plein de cuves, de contenants complètement différents. C'est parce que chaque cépage a des rendements différents aussi, en plus ou moins grande proportion? Voilà, c'est ça. Et puis il y a beaucoup de variétés qui n'étaient pas connues, donc on n'avait pas vraiment de documentation dessus. Ouais. Donc là, avoir des petites cuves de 1000 litres ou encore plus petits, ça permet de tester plusieurs fois le vin, faire 3 itinéraires différents sur la même année et voir celui qui nous plaît le plus pour améliorer la qualité. Et puis après, on a des plus grosses cuves, on a des 3000, 4000, 5000, 6000. Ça, c'est pour ceux où on a déjà trouvé l'itinéraire et voilà, il n'y a plus besoin de test, quoi. Mais... Très bien. Et puis pour parler un petit peu de la vinification des vins rouges, là, est-ce que c'est une vinification classique avec des remontages, du délestage, des pigeages? C'est vraiment une vinification à la bordelaise, donc avec délestage, remontage et tout ce qui va avec, et puis avec une macération avec les pellicules pendant entre 1 et 3 semaines, parfois 4, ça dépend des millésimes. Mais on est quand même sur des macérations longues parce qu'après on va faire un élevage de minimum 1 an en barrique. Et donc il faut quand même quelques tanins pour la barrique. Pour le vieillissement. Voilà, combien de temps à peu près? C'est ça, c'est généralement entre 1 à 4 semaines. Et voilà, parce qu'on pourrait presser vraiment à la fin de la macération pour faire un rouge plus fruité, mais ici l'itinéraire c'est quand même pour faire des vins en barrique. Donc et des vins qui vont pouvoir se garder combien de temps? C'est un peu difficile à dire parce que les premières vendanges étaient en 2015, mais pour le moment les premiers vins rouges de 2015 qu'on goûte encore chaque année sont de mieux en mieux. C'est bon, donc ça se garde. Pour le moment minimum 5 ans, mais ça augmente chaque année. Super. Avec une telle jeunesse, quelque part, il y a encore beaucoup d'essais-erreurs, malgré tout, de découvertes, de bonnes découvertes. D'essais performants. Chaque année, on fait des tests avec les petites cuves pour trouver des nouveaux produits, mais après il faut quand même se limiter parce qu'il ne faut pas non plus on a déjà quand même pas mal de cuvées différentes et il faut que le consommateur s'y retrouve derrière. Et donc voilà, quoi. Avec 10 cépages différents et quand même 4 types de vins différents, ça fait quand même beaucoup de cuvées et donc beaucoup de cuves. Et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Voilà. Et pour le mousseux, comment on vinifie le mousseux ici? Avec un élevage sur latte, des choses, quelle est la méthode la première fermentation classique comme un blanc, c'est juste le traitement de la vendange qui change, mais après la fermentation en cuve inox, c'est la même chose. Il y en a certains qui passent un peu en barrique, mais sinon après, on fait les assemblages dans les grosses cuves, on fait la seconde fermentation en bouteille comme les champenois, et puis élevage sur latte de minimum 9 mois pour faire la méthode traditionnelle. Ici, on les garde entre 1 an et demi et 2 ans. Super. Bon, très bien. Et les barriques, on peut les voir? Et les barriques, on va aller voir ça. On est curieux. Hein. Donc là, une fois que notre deuxième fermentation est terminée, que se passe-t-il? Nos bouteilles vont tranquillement se reposer, un dépôt va se former? Ouais, c'est ça. Donc la deuxième fermentation en bouteille prend 2 mois généralement pour se faire et après 7 mois, après la fin de la fermentation, il commence à y avoir un échange entre les levures et le vin à l'intérieur de la bouteille. C'est pour ça qu'il faut minimum 9 mois. Mais c'est généralement après ces 9 mois que ça commence à être intéressant et qu'on a d'autres arômes qui commencent à arriver. Et donc les bouteilles restent, comme vous le voyez derrière, là, sur latte, avec les lits qui sont vraiment bien dispersés dans la bouteille. Et ça va rester comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Après, ça peut encore rester plus. Dans certaines régions, il faut encore plus. Et une fois que cet élevage est terminé, on va prendre le palox, donc c'est le gyropalette plutôt de 500 bouteilles à la fois, et on va le mettre dans le robot ici, qui va bouger les bouteilles pendant une semaine. Toutes les 2-3 heures, il va bouger un peu à droite, un peu à gauche, un peu incliné, pour avoir les bouteilles donc sur pointe
qui sont prêtes À la verticale alors. voilà, à la Ils font verticale. à la verticale. Et toutes les lits seront mises dans le bidule, donc c'est une capsule. Donc il y a une capsule métallique comme sur une bière plus ou moins, et à l'intérieur il y a un bidule, donc c'est un petit rond dans lequel la lie va se déposer pour aider à dégorger. Et puis après on va enlever la capsule et avec la pression qui est à l'intérieur de la bouteille, tout le dépôt va être éjecté et on va avoir un vin clair et limpide. C'est ce qu'on appelle dégorger le vin. Voilà, c'est ça. Quelle technique. Merci beaucoup Bertrand pour cette très très belle visite du domaine du Chapitre. C'était vraiment je pense, une très très Super. belle découverte, un beau Très coup de bien. cœur que ce domaine. Du coup, il nous tarde un petit peu de découvrir ce que les vins du domaine du Chapitre ont à nous proposer. Il y a une petite sélection que tu nous as préparée. On va faire ça avec plaisir. Donc on va commencer par un vin blanc avec des cépages interspécifiques. Donc ce sera 2 tiers de Solaris et 1 tiers de Johanniter. Puis après, on va retourner sur du classique avec du chardonnay. Et puis, on va terminer par un vin rouge qui, lui, est fait avec du régent. D'accord. Ça rime. C'est pas Très bien. spécifique. Super. Bon. On a hâte. Oui. On va commencer ici avec la cuvée Brabançonne. Donc, c'est l'assemblage de Solaris et Johanniter Ok. qui a été fermenté et élevé en barrique. La fermentation en barrique également. Ouais. D'accord. c'est ça. Donc, c'est du 2018. Ok. Et voilà. Donc, on a vraiment le côté C'est toujours un peu difficile à expliquer parce que c'est des cépages un peu méconnus en France. Et donc, ces 2 cépages-là descendent du Riesling, mais le Solaris, lui, il ressemble plus à du Sémillon de Bordeaux. C'est vraiment plus le côté fruité. Et le Johanniter, lui, est plus minéral, comme du Riesling. Ah oui. On goûte? Voilà. Allons-y. Il y a une jolie robe. Jolie couleur déjà. Hein. Le Solaris, c'est vraiment un cépage très, très expressif au niveau Oui. du nez. Très et aromatique, qui est vraiment à fond sur les fleurs. ananas, Oui, fleurs oui, c'est blanches ça, et oui. tout ça. Et puis en bouche, on aura plus le côté Johanniter et le côté barrique qui va ressortir. C'est ça. Ils sont très très bons. Le côté un peu Riesling quand même. Et qui s'exprime encore Surtout plus. après, ouais. Oui. Incroyable. Ouais, c'est très sympa. Par contre, on a oublié le crachoir. Oui, je suis d'accord. C'est très agréable. Et Oui. on a vraiment des notes d'agrumes qui ressortent, mais une belle intensité aussi. Le côté un petit peu fleur blanche, un peu Courcous, exotique ouais, aussi, ouais, un peu ouais. ananas. C'est vrai. Mais frais, C'est que- c'est une fraîcheur et en même temps une belle présence. Oui, une belle puissance malgré tout. Hein. Oui. Très sympa. Oui. Mais nous, justement, mais c'est ce que je disais, c'est les cépages interspécifiques dont on est très content parce que voilà, le Solaris c'est un peu Ça plus donne un compliqué très bon à la résultat. vigne, mais ça donne un très bon résultat en vin. Et puis après, le Johanniter, lui, c'est un vin blanc qui prend un peu plus d'élevage pour se faire. C'est un peu comme du chardonnay. Ouais. Mais après quelques années, ça donne toujours un très beau résultat. Et voilà. C'est passé combien de temps en barrique? Celui-ci est passé, donc il a fait la fermentation pendant 2 mois et puis il est resté 6 bons mois en barrique. Avec les lits? Oui, avec petit les peu de lits. lit. Donc là, c'était des barriques neuves. Et on goûte un petit peu quand même, il y a un petit peu d'ampleur en bouche. Ouais, Il y a- c'est et ça. je pense que ça doit venir de l'élevage sur lit aussi. Oui, C'est assez intéressant. C'est ça, ouais. donc c'est un élevage sur lit avec des bâtonnages vraiment très réguliers sur celui-là, sur les premiers mois pour vraiment bien mélanger. Et voilà. Une belle longueur aussi. Hein. Ouais, une belle longueur, une belle attaque. Ouais, j'aime beaucoup le côté très agrume et très, un petit peu de fleurs, un peu d'exotique, tout ça un petit peu mélangé, mais avec une belle vivacité. Je trouve ça cool. Ouais. Ouais. Belle découverte. Très intéressant. Super. Et donc maintenant, on va passer au chardonnay, donc beaucoup plus classique. Donc ça, c'est les vignes qu'on a plantées en 2015. Ici, millésime 2018. Ouais. Et donc celui-ci a fait 9 mois d'élevage en barrique. Aussi. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc ici, on est plus sur le chardonnay que vous connaissez certainement mieux que moi ou aussi bien. Il y a quand même une petite différence entre un chardonnay belge et un chardonnay bourguignon, non? Ouais, mais il y a quand même des similitudes, vous Oui, verrez. Mais certainement. après, il y a le côté chardonnay qui ressort. Et puis après, le chardonnay varie souvent en fonction du terroir. Donc oui, il y a le côté belge qui va ressortir. Mais après, même, on a hein. quand même Une robe un peu plus foncée aussi que Plus intense. le précédent. J'ai même pas regardé, j'étais curieuse de sentir. Mais oui, c'est ça. Impatiente, impatiente. Ah, un nez différent, effectivement. C'est un peu plus toasté. Ouais, c'est ça. Bah, ici, il est resté quand même plus ouais, longtemps c'est en la barrique. barrique, le passage en barrique qui va Et, faire ça. Oui.
Une petite note un petit peu fumée, un peu toastée, mais c'est très agréable aussi. Hein. Oui. Mais moins floral, on a moins cette touche-là. Et on l'a aussi, le passage en Clairement, barrique, là, oui, en on a bouche un aussi. côté fumé Très intéressant. très présent. Oui. Bon, vraiment pas floral par rapport au précédent. C'est bien parce qu'on a deux vins complètement différents, deux profils complètement différents. Avec quel plat tu recommanderais celui-là? Avec plus du poisson, viande blanche, Oui, c'est ça. vraiment... Une bonne volaille peut-être, ouais, c'est ça. Que le premier peut-être plus des fruits de ouais, mer, c'est ça. des... Le Solaris, c'est toujours un peu plus difficile à caser avec de la cuisine parce que c'est vraiment très expressif. Oui. Donc le premier, moi, généralement, Solaris, je dis à l'apéro, en terrasse, Voilà. ou avec des plats Au soleil. asiatiques, quoi, mais, Bien frais. Ouais. ou avec un Ouais. dessert, mais... Un dessert aux fruits alors. ouais, c'est ça. Une Mais, petite sinon, tarte aux fruits, ça pourrait être pas mal. Ou une Solaris, petite tarte ça au se poire boit- ça peut-être. se boit très bien tout seul. Ça se Ou boit avec, bien tout avec seul. certains fromages aussi, mais avec le plat, c'est plus compliqué, quoi. Super. Bien. Tandis Très bien. qu'ici, le chardonnay, on a vraiment voulu faire un chardonnay classique parce que pour que les gens s'y retrouvent et vraiment plus marquer le bois parce qu'il y a quand même pas mal de demandes pour des chardonnays boisés. Et donc, c'est ça Il qu'on est l'a bien plus, présent, mais il est bien équilibré aussi. Le bois, on n'a pas une sensation de lourdeur Non, ou de non, trop. c'est pas une ça planche reste, en bouche, mais il y a non, quand pas du même, tout. il y a quand même... Mais il y a quand même une certaine fraîcheur. il y a- malgré ouais, tout, ouais, hein, tout à avec fait. Une belle présence Une belle, aussi. une belle, Ouais. une belle présence. Et, on reste en Très Belgique, donc il y intéressant. a quand même pas mal d'acidité. ouais, ça ouais, fait ouais. ça, mais, C'est normal ça. Ouais, ouais. C'est le Très côté bien. terroir. Donc ça, c'est aussi un cépage interspécifique. Ça qui aussi, vient, c'est une nouveauté, ça. Hein. Ça, Le c'est- régent, on ne connaît d'Allemagne. pas. Hein. Ouais. Et donc c'est vraiment un cépage qui sert à faire plus des vins de garde qui peuvent passer en barrique longtemps et se garder plusieurs années, enfin Ouais. des dizaines, 10-15 ans au minimum, sans problème. Et donc c'est un cépage qui est un peu plus intense en couleur et puis après qui a fait aussi un an d'élevage en barrique. En Et donc, barrique. généralement sur les arômes on va retrouver des fruits, des fruits rouges Oui, et un oui, petit côté totalement. épicé aussi. Oui. Il y a un petit côté syrah épicé, poivré. Ouais. Fruits rouges, fruits noirs, fruits un peu, un petit peu sur maturité. Et donc ici on est sur le millésime 2018 qui a Mhm. fait un an d'élevage en barrique et puis voilà, l'année 2018 était vraiment l'année idéale en Belgique. On n'a pas eu de gel, on n'a pas eu de, Ah oui. on n'a pas eu de pluie, on a vraiment eu des... Toutes les chaud, conditions tout, étaient réunies, là, c'était bon. Voilà, c'est ça. Le bon millésime. J'adore le nez déjà. On retrouve bien les petits fruits rouges. La cerise noire. Une sacrée attaque, quand même, Oui. Il enveloppe bien, il est... belle présence. On peut le garder combien de temps celui-là? Celui-là, je dirais sans problème 10 ans. Quelques quoi, années, ça- je pense. Hein, parce que là, on a encore des tanins, mais qui sont un peu serrés. Voilà. Je pense que ça peut encore Ah, s'assouplir. ici, il devrait être servi un peu plus chaud parce Un peu que plus c'est de pas température, très, très chaud ouais. là où on est. Mais généralement, le lendemain, quand la bouteille est ouverte d'un jour, il est encore c'est meilleur encore et quand meilleur. il est carafé. Mais après, nous, les premières bouteilles qu'on a sorties, donc le Saint-Rémy, c'est le 100% Régent de 2015. Il est le meilleur de chaque année. Ouais. On ouvre une bouteille et on voit qu'il est meilleur. Donc, on est confiant que celui-ci va va pouvoir bien tenir. vieillir aussi et ouais. va pouvoir évoluer correctement. On le boirait avec quoi? Une bonne viande rouge, par exemple? C'est ça, là, c'est vraiment plus style avec les vins style Bordeaux, donc Mm. vraiment viande rouge. Oui, parce que le petit côté épicé, là, il ressort bien aussi et c'est très agréable, aussi bien au nez qu'en bouche. Ouais, ça pourrait bien matcher sur ce type de plat. Bon, c'est mon Ouais. avis, après, ça n'engage que moi. Hein. Mais c'est un très bon avis. Bon, ça va alors. Je suis un peu gourmande aussi, alors Parfait. Bon, mais Merci très beaucoup bien. en tout cas Bertrand pour merci pour tout. cette belle dégustation, Merci cette à belle vous. visite. Une très belle découverte. Voilà, et beaucoup de succès évidemment dans la suite de ce domaine et de cette histoire familiale surtout. Voilà. Oui. Merci. Merci à vous.